le replay sera partagé en fin de webinaire. Alors, en ce qui concerne les questions, je pense qu'on prendra les questions en fin de présentation. Après, enfin voilà, c'est les intervenants qui pourront décider, mais je pense qu'on prendra toutes les questions à la fin de la présentation. Mais si vous avez déjà voilà, des choses à partager dans le chat, surtout n'hésitez pas à l'utiliser. Alors aujourd'hui, on donne la parole à deux experts de Kaizen Institute, Jean Beauvais et Sandro Cos, qui se présenteront juste après. Et en tandem, donc, ils vont vous partager leur expérience et de bonnes pratiques pour une croissance rentable. Alors, voilà, c'est eux les experts, ils vous expliqueront tout ça. Avant de leur céder la parole, moi, enfin, je me permets une dernière information quand même pour vous dire que je suis Valérie Plantard, je fais partie de l'équipe d'animation de l'ARIA Hauts-de-France, qui est une association qui accompagne depuis bientôt 30 ans les acteurs de l'industrie automobile en Hauts-de-France. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur Aria, moi je suis à votre disposition. Écoutez, c'est tout pour moi. En matière d'introduction, je reprendrai la parole à la fin pour passer le micro pour les questions. Écoutez, messieurs, Sandro, pardon, et Jean, c'est à vous. Voilà. Merci Valérie. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier Valérie et Jeanne et Audrey qui nous ont permis en fait de faire ce webinaire aujourd'hui pour toute l'activité, la technique qu'elles ont mis en œuvre et la bonne volonté. Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, Sandro et moi-même, sur ce webinaire. Et avant de commencer et dérouler en fait la présentation, je voulais juste rappeler quelques éléments de contexte en fait qui nous ont fait déterminer la thématique de ce webinaire avec Stéphane, donc qui est le responsable de l'ARIA. En 2023, la France a produit 1 500 000 véhicules, ce qui en fait aujourd'hui un des plus grands constructeurs en Europe. Avec 1 500 000 véhicules, donc c'est 31% bien sûr de moins que la période glorieuse d'avant 2019. Ça, c'est la façon négative de voir les choses. Mais si on veut voir le verre à moitié plein, on dira que c'est 8% de progression par rapport à 2022. Ça, c'est le premier élément de contexte. Deuxième élément, on constate une répartition fortement différenciée, avec une répartition plus forte aujourd'hui pour la production de véhicules utilitaires, donc de VUL, par rapport à la production de VP. La France aujourd'hui, dans l'industrie de la filière automobile, c'est plus de 200 000 emplois directs et une filière qui soutient bien sûr beaucoup plus d'emplois indirects dans les industries et les services connexes. Troisième élément de contexte, la concurrence chinoise. Bon, tout le monde sait qu'aujourd'hui, cette concurrence est de plus en plus présente, de plus en plus importante. Je ne citerai que deux constructeurs, BYD et Geely, qui ont rapidement accru leur présence sur les marchés mondiaux et notamment européens. Leur capacité à produire des véhicules de qualité, à moindre coût, constitue une réelle menace concurrentielle pour les constructeurs établis en Europe et notamment en France et notamment dans les Hauts-de-France. De nombreux constructeurs automobiles chinois ont adopté de façon volontariste la technologie des véhicules électriques et ont lancé de nombreux modèles à des prix très abordables. Aujourd'hui, cela pourrait remettre en cause les efforts des constructeurs français, notamment Renault et Stellantis, mais également des constructeurs basés en France, tels que Toyota, sur ce marché en pleine croissance des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles chinois ont souvent des coûts de main-d'œuvre et de production plus faibles que les nôtres, ce qui peut rendre difficile pour nos constructeurs la rivalité sur les prix, en particulier pour les segments d'entrée de gamme et de milieu de gamme. Au départ, vous vous souvenez, la réputation des véhicules chinois n'était pas excellente, notamment sur la qualité, mais ils ont su apprendre. Ils ont fait des progrès considérables pour améliorer leurs normes de qualité, leur conception, leur technologie, et aujourd'hui, ceci les rend nettement plus concurrentiels. Nous avons, les constructeurs français et implantés en France, toujours un avantage en termes de reconnaissance de la marque et reconnaissance en qualité en marque de réputation, tant sur la qualité perçue notamment. Cependant, les marques chinoises investissent massivement sur le marketing et des efforts de développement de leur marque pour s'implanter sur les nouveaux marchés. Les gouvernements français, comme le gouvernement chinois, ont fourni un soutien et des incitations fortes à leurs industriels pour s'implanter en fait et se maintenir en France, mais également bien sûr pour produire en Chine. Et c'est aujourd'hui un des éléments concurrentiels forts qui démarque les constructeurs chinois par rapport aux constructeurs européens.
La concurrence sur les coûts de production est un défi de taille pour les équipementiers, pour l'ensemble en fait des partenaires de la filière automobile, auxquels nous sommes confrontés et bien sûr auxquels vous êtes confrontés directement. J'en cite quelques exemples. La pression sur les coûts, vous la vivez tous les jours. Les décisions à prendre en matière de localisation, les investissements dans l'automatisation, la technologie pour compenser les coûts de main-d'œuvre élevés, ceci pour les fournisseurs de rang 1 et de rang 2, mais également pour toute la filière en fait automobile. Nous sommes amenés continuellement à optimiser notre supply chain, rationaliser les opérations, explorer toutes les possibilités d'intégration les plus verticales possibles afin de répondre en fait à cette concurrence et cette compétition acharnée. C'est pourquoi la méthodologie Kaizen, qui est un principe de base de la fabrication Lean, permet potentiellement d'aider les fournisseurs automobiles de la filière à devenir encore plus compétitifs face à cette concurrence déferlante. Quelques principes en fait qui peuvent être bénéfiques en appliquant les principes de Kaizen. L'amélioration continue, celle qui permet d'éliminer de façon permanente, durable, tous les gaspillages, toutes les tâches sans valeur ajoutée. La participation et la motivation de nos employés. La réduction de toute forme de perte, de surproduction, de stock excédentaire, de transports inutiles, de défauts qualité, etc. La standardisation et la normalisation qui favorisent la mise en œuvre de bonnes pratiques et qui évite en fait la variabilité source de perte. Voilà ce que notamment peut vous amener Kaizen. Nous cherchons toujours à garantir à nos partenaires des résultats en marchant, en allant vers des organisations plus agiles. Ce que nous souhaitons, c'est fournir à nos clients et à nos partenaires un avantage concurrentiel durable et pérenne, d'assurer des résultats satisfaisants, tant d'un point de vue financier que du point de vue environnemental. Le système de gestion est basé sur une culture de l'amélioration continue, proactive, qui valorise les employés qui sont ceux qui aujourd'hui génèrent la valeur ajoutée. Les employés vont acquérir une culture de résolution de problèmes. Et un problème, c'est une opportunité de progrès. C'est ça la philosophie et le principe de base, en fait, de Kaizen. Et considérer que tout niveau hiérarchique a un rôle pertinent dans l'amélioration continue et dans l'exécution des programmes. Kaizen, un rappel en fait de ce que ça veut dire. Bien sûr, le Kai, c'est la performance, le Zen, le bien-être. J'aime bien ce terme de la performance par le bien-être. Mais surtout, ce qui est important de retenir, c'est que le Kaizen s'applique à tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est du plus haut de la hiérarchie, du board, du management, jusqu'au niveau du terrain, mais des opérateurs jusqu'à la direction. Tous les jours, c'est la rigueur d'application. Ce n'est pas une fois de temps en temps qu'on applique le Kaizen, c'est sur le long terme. Et c'est ainsi qu'on a en fait des solutions pérennes et durables. Et partout, beaucoup considèrent que le Kaizen ne s'applique que dans le monde industriel. Non, il s'applique également dans la recherche et développement, dans la logistique, dans le commerce, dans les services financiers, les services bancaires. Il s'applique partout. Kaizen Institute a été créé donc par notre fondateur, Masaki Imai, qui préalablement, en 85, préalablement avait contribué en fait à la réindustrialisation du Japon après-guerre, avec notamment Taishi Ohno. Un de ses premiers cobayes, si je puis dire, a été le constructeur Toyota. On voit où cela a mené Toyota. Toyota reste sur le podium, voire en première marche du podium depuis des décennies, grâce notamment à cette durabilité, cette pérennité dans l'application du Kaizen. Kaizen est implanté sur tous les continents. Aujourd'hui, c'est à peu près 1000 consultants dans le monde. Nous représentons, nous, Kaizen Western Europe, implanté sur les USA, le Canada, UK, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Portugal et bien sûr la France, et notamment les Hauts-de-France. Notre objectif, c'est de coacher et de transformer les équipes en véritables agents Kaizen.
capables de conduire par eux-mêmes le changement dans leur organisation. Nous travaillons à travers le Kaizen quotidien, nous allons analyser la chaîne de valeur, nous allons travailler également sur la stratégie des entreprises, PME, PE, et nous les accompagnons depuis donc plusieurs décennies dans ce cadre-là. Et nous engageons en fait la transformation culturelle Kaizen. La démarche est toujours la même. Elle est pratique, pragmatique. Nous utilisons très peu de slides, sauf aujourd'hui pour le webinaire, mais nous avons une démarche de terrain. Nous faisons avec ceux qui savent, avec ceux qui pratiquent. Et c'est avec eux que nous améliorons les processus et que nous allons, en fait, dans la mise en œuvre, en fait, des outils les plus pointus d'un point de vue technologique, mais également les plus simples dans leur mise en pratique. Très rapidement, bien sûr, nous avons également mis en place une Kaizen Academy. Nous sommes en mesure de former vos collaborateurs, que ce soit des Yellow Belt, des Green Belt, des Black Belt, mais nous appliquons également tout type de formation en fonction de vos besoins. Nous la personnalisons en fonction de votre entreprise et de la culture de votre entreprise, et cela est essentiel. Bon, et petit détail, nous sommes certifiés Calliope, et donc chacun d'entre vous connaît les avantages de cette certification en termes d'assistance et d'aide de l'État et de nos OPCO. Je vais maintenant passer la parole à Sandro qui va vous montrer à travers des exemples, alors il ne va pas balayer bien sûr tous nos clients, mais plutôt les clients de la filière automobile, à travers des exemples très pragmatiques, très concrets, comment nous accompagnons en fait nos partenaires sur la voie du progrès, sur la voie de l'excellence et surtout sur la voie de résultats excellents en termes financiers. Sandro, je te passe la parole. Donc bonjour à tous, j'essaie de passer vers mes slides. Est-ce que vous voyez mon écran? Exactement au même endroit où mon collègue Jean l'a laissé. On voit votre écran, sauf que le slide n'est pas en slideshow en fait, il est moins gros, c'est tout. Le slide est Vous me moins donnez gros, un mais on voit votre instant, écran. un petit instant, parce que j'ai eu une mise à jour de ce matin. Ok, c'est bon, je pense qu'elle est là. Voilà, impeccable. Donc, nous, on travaille sur pratiquement toutes les industries possibles et inimaginables. Donc, si je prends tout ce qui est industrie, donc bien sûr qu'on a fait énormément d'automobiles, pas uniquement avec le constructeur, mais également beaucoup sur les équipementiers. On n'a pas de taille de référence pour nous. On peut travailler bien. Je suis à l'aéroport, excusez-moi, j'ai un peu d'annonce. Sur le vol Boeing 29-60-40, sont elles se présenter dans ce 42 pour un embarquement immédiat. Merci. Désolé, messieurs, mesdames. Mais en fait, comme je vous disais, on n'a pas de taille critique pour travailler. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? C'est qu'on a travaillé avec des sociétés qui ont 2-3 000 personnes, mais on a travaillé avec les petits ateliers également à 7, 8, 9 personnes. Par exemple, je fais à ce jour un chantier sur une usine en France qui ont 7 personnes. Un objectif très clair, c'est comment augmenter la productivité d'une ligne de production que fait le textile. Donc, on connaît également et on a pratiqué également tout ce qui est industrie de process, donc production continue. Là, on parle bien de tout ce qui est, on parle beaucoup d'alimentaire, beaucoup de papier, beaucoup de grosses machines avec des investissements à plusieurs millions d'euros, avec surtout avec les objectifs d'amélioration de TRS, donc acceptation directe, diminution de qualité, diminution de panne et diminution de fermeture d'été par exemple. Donc c'est notre cœur d'activité, ça a commencé par la production, après industrie de process. Très rapidement on a tombé sur une chose qui s'appelle également, et comprend le même principe de fonctionnement, c'est le transport et le stockage. Donc on fait énormément de travail d'optimisation d'entrepôts. Donc vous voyez quelques exemples que je pense que vous le connaissez
très bien, donc très connu sur l'horizon français et du Nord. Et en fait, les objectifs de ce type d'intervention sur ce type de clients sont surtout pour la productivité des opérateurs, donc les opérations de réception, rangement, préparation, multicommande, monocommande, online beaucoup également, à ces jours c'est de plus en plus important. Donc tout le flux outbound, tout le flux inbound avec les simulations de transport, les optimisations de transport et de navettes. Donc c'est quelque chose qu'on fait depuis quelques années. En parallèle, on fait également beaucoup de services. Donc on travaille beaucoup sur des supermarchés, pas uniquement sur la partie des entrepôts et de la partie logistique, donc la partie back-office, mais on travaille beaucoup sur la partie front-office, donc on travaille sur les questions d'approvisionnement, rupture de stock, diminution des files d'attente, donc raisonnement de ressources, travail en équipe, et donc pour l'optimisation finalement des opérations. Ok. Comme une note également, on travaille sur d'autres services, la santé, les services publics, et on peut référencer également les clients qu'on a sur l'industrie minière comme Shell, comme Repsol. Si j'avance un peu plus, donc un des objectifs, c'est comment exploiter mieux et améliorer les chaînes d'approvisionnement de l'industrie. Et là, on va se focaliser sur l'industrie automobile, sur le secteur automobile, où on a une présence du début jusqu'à la fin de la chaîne. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Donc, à ce jour, depuis longtemps, on travaille avec les moyens et le gros fournisseur de la filière. Donc, les axes de fonctionnement, ils passent toujours pour la productivité, donc soit en pièces homme, soit la productivité totale avec un objectif de réduire le coût total rendu. On a travaillé sur la réconception des usines de production, notamment de l'usine de Volvo Trucks en Belgique, mais on ne s'arrête pas uniquement à la filière industrielle. Donc on travaille également avec les importateurs, on travaille avec le réseau de distribution des marques, jusqu'au niveau concessionnaire, mais on ne s'arrête pas uniquement jusque-là. On travaille énormément également sur le service après-vente, notamment pour le plus gros constructeur français à ce jour, où on a travaillé sur plus de 250 concessions du groupe depuis 2019 jusqu'à 2024. En parallèle de ça, et bien en profitant de notre expertise dans les opérations logistiques, on travaille sur l'optimisation des entrepôts de pièces. Donc finalement avec le même principe de base de toujours, qui s'appelle l'amélioration de la productivité, la réduction de coûts d'implantation, la réduction du coût de transport, et surtout, pour une activité comme ça, l'augmenter le taux de service et le niveau de service vis-à-vis des clients finaux, les clients particuliers ou les clients sociétés. Bon, au niveau industriel, je me concentre un petit peu sur la partie industrielle. Vous avez ici un exemple, quelques exemples de fournisseurs dans la filière qu'on a travaillé. Donc, les axes de travail prioritaires que nous demandent ces types de clients, c'est normalement l'amélioration des lignes d'assemblage. Comment faire plus avec la même quantité de personnes en réduisant au maximum l'investissement nécessaire. Donc bien évidemment, il est en focus sur les lignes de production, sur les machines de production, sur l'augmentation de son TRS et la diminution des ETP
nécessaire à travailler avec la même machine, finalement pour faire plus de production avec la même quantité de personnes. On travaille beaucoup sur la qualité. Ça, c'est vraiment un axe de travail parce qu'on sait qu'on améliore le TRS d'une machine par la réduction de ce rebut interne ou externe. Bien évidemment, pour le TRS, le rebut interne. On travaille beaucoup également sur la planification en flux tiré. Qu'est-ce qu'on veut dire avec la planification en flux tiré? C'est la planification totale de la chaîne de valeur de façon à qu'on puisse réduire au minimum le stock entre sections de façon à qu'également le lead time de début jusqu'à la fin, le temps de passage, on va dire comme ça soit le moins possible. Milkrân, qu'est-ce que je veux dire avec Milkrân? C'est comment intégrer le même concept d'optimisation de la logistique interne vers la logistique avec les autres fournisseurs. C'est là qu'on parle des Kanban avec les fournisseurs, c'est ça qu'on parle des cycles normalisés d'appro et appro vis-à-vis de fournisseurs et pas uniquement dedans. Donc, on fait beaucoup de conception d'usine, beaucoup de conception A à Z de l'usine, ça veut dire implantation des machines, dimensionnement des équipes, dimensionnement de tout ce qui est logistique, de bout à bout, et également la planification de cette production avec des outils spécifiques, par exemple, spécifiques et simples comme les boîtes logistiques. Les KPI d'amélioration sont plus ou moins toujours les mêmes. Productivité ou efficience, réduction de stock, produits finis, matières premières, surtout à cet instant avec un taux d'intérêt à 7%, c'est une des choses les plus importantes. Réduction de la zone logistique, mais je dirais même la réduction des surfaces de travail pour une question uniquement, ou pas uniquement de diminuer le coût du foncier, mais également le coût énergétique, avec un objectif d'amélioration du niveau de service, réduction de défauts, et si on réduit les défauts, on augmente une chose qui s'appelle, tout ce qu'on connaît bien, l'industrie automobile, l'acceptation directe. Dans la partie influence, donc on a toute la partie logistique d'approvisionnement. Donc on travaille sur des entrepôts qui peuvent être par exemple un fournisseur externe qui garde une zone de stockage en France, en Espagne, en n'importe quel pays, et que sous-traite la prestation ou la livraison de ces pièces à tous ses clients, soit de retail, mais ça met beaucoup sur l'industrie. Et là, on est capable, pour ce type de clients, de faire la conception complète de tout l'entrepôt, flux à flux, donc de la réception, stockage, rangement, réappro, expédition, consolidation, avec toutes les variantes possibles et imaginables, disons, avec le multi-picking, de multi-prise, avec des vagues de cut-off et des vagues de lancement de préparation. Bien travaillant avec les opérateurs pour comprendre également tout ce qu'il est question de qualité de travail. Donc on parle beaucoup de l'optimisation des pas tout le temps. Et donc, comme j'ai dit avant, les stratégies de préparation pour diminuer le délai, augmenter le niveau de service et bien évidemment augmenter la productivité. Donc là, en plus de ça, on travaille beaucoup sur les optimisations des routes logistiques avec un objectif direct de réduction de coûts logistiques et une économie de carbone également. KPI type productivité, comme toujours, le lead time dans une optique de réduction de coûts de transport tout le temps, parce que normalement ça sort directement de compte d'exploitation de ces opérateurs. Et l'Eldorado, c'est l'amélioration du niveau de service. Donc on parle on-time delivery, OTD, et réduction des erreurs. Okay.
Au niveau automobile, plutôt dans la partie concessionnaire, partie distribution. Donc on se focalise, notre domaine d'action principal, c'est l'ajustement pour le dimensionnement des équipes de vente. Comment gérer les teneurs de leads de vente possibles, améliorer le process de vente. Donc on va au détail de comprendre comment générer les prospects, comment créer des scripts de vente, standardiser les propositions, de façon à qu'on puisse également augmenter une chose à ce jour de plus en plus importante, c'est les ventes croisées vers d'autres domaines. On ne travaille pas uniquement le côté VN, on a une vaste expérience au niveau de la pré-vente, où on est capable, on considère un atelier comme un atelier de la pré-vente, comme un petit atelier de production d'usine, avec une domaine un peu différente et qu'il y a beaucoup plus de variabilité que la majorité des usines. Mais le KPI de réussite d'un projet comme ça sur un phénomène d'après-vente, c'est toujours la productivité, on est d'accord, réduction de lead time de rendez-vous et amélioration de la qualité mesurée par tous les constructeurs à ce jour. Au niveau vente, on parle beaucoup de taux de conversion, on parle toujours de l'amélioration de la marge. Comme je dis, l'amélioration de la marge, c'est c'est quoi le service associé à la vente d'un véhicule qu'on peut proposer au client, qu'on peut, entre guillemets, convaincre le client à avoir pour qu'on puisse augmenter la marge finale pour le concessionnaire. Bon, je vais passer un petit peu, je pense que j'ai déjà parlé beaucoup sur le phénomène après-vente. On passe au cas d'étude. J'ai 2-3 cas d'étude, on n'a pas beaucoup de temps à vous expliquer avec un peu, pas complètement de détails, mais un peu de détails quand même. Donc j'ai un premier cas d'étude, c'est pour une usine qui faisait de chaudières pour de petits appartements. Donc quand nous sommes arrivés, donc le client en fait il nous a demandé qu'est-ce qu'on pourrait le proposer au niveau de optimisation de son usine, de façon à qu'il puisse faire plusieurs produits sur la même ligne, ou des lignes séparées, qu'on puisse avoir diminué le stock en cours pour une question financière, mais pour une question également de lead time et une question de flexibilité de production. Donc, l'idée qu'il avait, c'est quoi qu'il avait en amont, c'est qu'ils avaient une seule ligne de production que faisaient toutes les versions de ces chaudières. Ce qui se passait, c'est que le temps de cycle à chaque poste, il n'était pas du tout le même. Donc, ça générait beaucoup de pertes d'efficience, beaucoup de pertes de productivité et la création de stock en amont et en aval qui était juste trop cher, avec un impact direct sur le throughput time, donc le temps du début jusqu'à la fin de chaque chaudière. Donc ils produisaient en silo, donc ils avaient des lignes ou des cellules ou des machines en amont que travaillaient par campagne, qui optimisaient son TRS en augmentant son temps, ses lots de production. Et en fait, il se tombait avec beaucoup de stock, et pas forcément de stock qu'ils avaient besoin. Une autre problématique de ces stocks pendant la chaîne de valeur, c'est que il y a beaucoup de fois que ces stocks, le défaut sur ces stocks, ils sont vus qu'à l'opération d'après ou à la fin de toutes les opérations. Et donc, ça génère également beaucoup de non-conformités internes ou même externes, mais si je parle uniquement des internes, vous allez donner 10 secondes s'il vous plaît. BFG à l'estimation de fait sur le vol Ryanair 4428
Doit-elle se présenter en porte 37 pour un embarquement immédiat, merci. Désolé, excusez-moi. Et donc, en fait, une usine qui travaillait quelques parties de l'usine en silo, avec des stocks spécifiques à eux, des stocks énormes, suivant avec des problèmes d'obsolescence. Et finalement, c'était quoi la vision pour cette usine? C'était en fait de se concentrer sur la demande client, donc comment avoir des lignes flexibles, suffisamment flexibles pour qu'ils puissent faire différents modèles, mais surtout changer de modèle le plus rapidement possible. Et donc la solution plutôt de base, c'était créer de petites lignes en haut, donc des lignes flexibles, plus de lignes qu'avant, ok, donc avec la création de petites lignes au lieu d'une grande ligne, mais par contre des lignes flexibles, adaptables à faire différents modèles. Et donc il avait des moments où il y avait des lignes qu'ils n'étaient pas utilisées et qu'on faisait bouger des personnes vers une autre ligne. Donc ça générait quoi? Ça générait c'est qu'en anglais ils appellent one piece flow, donc le flot pièce à pièce sur ces lignes de production, que pour les secteurs en amont, ça générait également la demande de production. Et la demande de production en lot plus petit, ça générait bien évidemment beaucoup moins de stock entre la ligne. Donc finalement avec ça, le résultat qu'on a réussi à avoir avec le client, donc pour vous expliquer également, c'est que c'était pas nous venons avec la solution, c'est nous que pilotons la démarche de raisonnement de comment y arriver, mais par contre, on n'est que le pilote de la démarche. Donc en fait, le travail s'est fait avec les équipes de cette usine, c'était avec les personnes de la production, les personnes de la qualité, les personnes des méthodes, pour qu'à la fin, la solution retenue, la solution mise en place, soit la solution partagée, actée et désignée par tout le monde. Okay. Au niveau résultat, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un moins 35% de défauts, une augmentation énorme de 20% de productivité et une baisse énorme également au niveau de la quantité de stock. Je passe en deuxième cas d'étude. Là, on parle dans des travaux qu'on fait de plus en plus, surtout pour des ateliers ou des usines à petite dimension ou moyenne dimension. Un des défis qu'on a ces jours, je pense que vous le connaissez de plus en plus également, s'appelle le coût énergétique, le coût de chauffage par exemple. Une des raisons pour lesquelles à ces jours on travaille tellement sur ces domaines-là, c'est comment je peux concentrer, les clients demandent comment on peut concentrer nos activités de façon à diminuer notre surface, pas uniquement pour une question de foncier, mais également pour une question énergétique, chauffage, refroidissement pendant l'été. Donc là, notre méthodologie, c'est très simple, donc très pointu, on va dire comme ça. On commence par comprendre quelles sont les restrictions de clients. Par exemple, quels sont les équipements qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'on ne peut pas passer à côté. Pour qu'on puisse comprendre quels sont les flux nécessaires. Donc on travaille sur beaucoup d'intégration de flux, intégration de machines, donc approximation de machines. Par exemple, un opérateur qu'avant il travaillait uniquement sur une machine, il peut passer à travailler en 2-3 machines, de façon à qu'on puisse optimiser le flux, regarder la possibilité de distribuer les équipements pour les optimiser également. Et avec le flux, donc les quantités à produire, le flux établi et les équipements, on est capable également de faire le dimensionnement de l'équipe, bien sûr tout en faisant avec une gestion de projet, avec une OBA d'avancement de projet, où on lève de petit à petit les difficultés qu'on a sur la construction ou sur le dessin de ces plans de cette usine.
Un autre point qu'on soulève beaucoup sur notre approche pour la conception d'usine, c'est tout ce qui est maintenance, donc tout ce qui est transport. Donc transport surtout de palettes. Nous, on essaye au maximum de réduire la quantité de chariots sur place pour une question. Donc on diminue beaucoup le lot, mais l'impact de diminuer le chariot, c'est un impact direct et évident sur la quantité d'accidents de travail. Okay. Donc pour cette usine, c'est une usine en France, une usine d'emboutissage et soudure. On a réussi à gagner 27%, gagné entre guillemets parce qu'ils ont passé vers une autre section de l'usine, 27% des opérateurs logistiques, 29% des opérateurs en ligne avec, par exemple, avec la passage de plusieurs, chaque opérateur il pouvait faire plusieurs machines en même temps. Il a une chose incroyable également, je pense, c'est qu'on a réussi à enlever la plupart des chariots élévateurs dans l'usine. Deuxième exemple, c'est une usine que fait des antennes, je ne peux pas vous dire le nom, que travaillait également en silo. Donc il avait un opérateur, il faisait qu'un type de produit, avec un approvisionnement tout le temps à partir de ses fournisseurs, la plupart à l'étranger. On parlait toujours de gros lots, des gros lots d'appro, que générait beaucoup de stock en amont. Et comme les lignes n'étaient pas très flexibles, ça générait également un mauvais équilibrage des lignes. Donc, le travail ici, c'était surtout lié à créer des lignes spécifiques par typologie de produits. Donc, des lignes tirées par la demande client, ou avec le supermarché de proximité. Donc ça veut dire quoi? C'est au lieu d'avoir, on avait la réception des composants d'Asie, ça il avait des composants d'Asie qui étaient repackagés sur des supermarchés avec un jour d'autonomie, et en comprenant ça avec la ligne de production One Piece Flow, donc pièce à pièce, et une boîte de nivellement, on était capable d'augmenter énormément la productivité de chaque ligne de 31%, mais également, et en même temps, d'augmenter la capacité cible de 12% également. Encore un quatrième exemple, ça c'est une usine de pièces automobiles également, et donc le même principe de fonctionnement avec le même objectif. Les objectifs principaux, c'était productivité, qualité et l'amélioration de niveau de service vis-à-vis des clients, et réduire le WIP, donc le stock. Voilà encore, l'approche, c'était plutôt, ça se passe comment? Le flux de matériel à ce jour. Le flux d'information, c'est quel? Comment vous faites l'approvisionnement? Vous pouvez voir que c'était quand même un peu compliqué. Il en a mesuré sur le terrain tout le mouvement logistique, tout le mouvement des opérateurs, à droite, à gauche, à droite, pour comprendre quelles étaient les perditions. Avec l'équipe après, on a mis en place des lignes de production optimisées justement pour diminuer ces temps perdus de travail des opérateurs, avec un bord de ligne. C'est quoi le bord de ligne? C'est le moment, c'est l'endroit à côté des lignes de production où on fait livrer le stock de proximité uniquement pour une quantité de production limitée. Donc on parle 1 heure, 2 heures, ça dépend de toutes les usines et de time de chaque usine, du temps de cycle. Donc on a mis en place ça. On a travaillé sur le SMAID, c'est un autre travail qu'on fait beaucoup de fois, c'est le changement rapide de série sur des machines ou sur des lignes de production.
Et donc finalement on a réconfiguré tout ça, on a réconfiguré également tout ce qui est logistique pour éviter le picking en hauteur, donc pour que les opérateurs logistiques ils font que le picking et la préparation de kits avec des petites navettes sur terre, donc facile, très ergonomique, avec une fréquence de livraison établie. Et je pense qu'à l'époque c'était chaque heure, ils livraient ces supermarchés, et les gens que faisaient la production, en fait, ils s'approvisionnaient à partir du supermarché, ils laissaient sur le bord de ligne pour que le mise de chômage, donc le train de livraison, il puisse récupérer à la fin de la production. Dernier cas d'étude, là on se focalise sur une chose qui s'appelle l'optimisation d'un magasin, d'un entrepôt, d'un fournisseur d'industrie automobile. Finalement, c'était quoi la question? Des coûts de transport énormes, des coûts de manutention énormes également, une organisation chaotique et donc le besoin d'avoir toujours des chariots sur l'entrepôt à monter et à descendre des palettes. Donc, le travail réalisé, c'était un travail pas uniquement de Gemba, de terrain, d'organisation mieux de tout ce qui était le rangement de cet entrepôt, mais c'était un travail plus loin que ça, mais c'est l'optimisation et la planification des tâches de travail. Donc, avec un objectif de quoi? De diminuer le mouvement nécessaire pour aller chercher une chose, c'était pas au bon endroit. Finalement, quelque chose comme ça. Donc, le résultat de ça, c'était une diminution des FTE globales, donc des ETP, une augmentation des pièces de pièces distribuées par personne, donc productivité, une diminution très forte de tout ce qui était transport spécial, donc le transport que je pense que tout le monde qui a travaillé dans l'automobile a été obligé de faire une fois ou l'autre pour une question soit de qualité ou soit de retard sur la production. Et voilà, au niveau des cas d'études, je pense qu'on est 9h45, je pense que c'est le moment des questions et des réponses, s'il vous plaît. Just on time, parfait. Merci, merci Sandro. Alors, je ne sais pas si parmi les personnes présentes, il y a des questions. Sinon, moi, j'en ai quelques-unes. Je vais noter au fur et à mesure. Mais honneur à l'auditoire. Est-ce que parmi vous, voilà, si vous avez des besoins d'éclaircissement, des questions peut-être plus précises ou plus techniques, ou c'est le moment. Bonjour à tous, bonjour Valérie. Bonjour Eric. J'aurais une question par rapport à l'organisation que vous mettez en place dans vos interventions entre la place de vos experts Kaizen, la place de la hiérarchie du client face au chantier que vous devez déployer et la place des opérateurs pour leur association à ces projets. C'était une de mes questions. Parfait. Je te laisse répondre, Sandro, comme tu veux. Tout à fait. Bon, monsieur Ardouin, je pense qu'on se connaît de Douai, parce que j'étais fournisseur à vous avant. J'ai reconnu le nom. Et en fait, comment on s'organise vis-à-vis de ça? Donc, je vous explique. Nous, on a une approche très, très pragmatique et très, très focalisée sur le terrain. Okay? Donc, bien évidemment, c'est important qu'on a un sponsor au niveau de la direction ou au niveau de responsable de service. Mais le travail lui-même, donc le dessin, quand on arrive sur un endroit, on commence toujours pour une analyse de l'état actuel. C'est pas nous qui faisons l'analyse, on pilote l'analyse, mais qui l'a fait, qui nous donne les billes, c'est les opérateurs ou les méthodistes ou les gens de process. Okay? Si je me fais comprendre avec ça, donc c'est on pilote la démarche, on explique les objectifs, mais c'est eux que sort
les idées. Okay? Donc ça, c'est la première phase, c'est le constat. On travaille beaucoup avec des indicateurs également. Donc on a ces constats, ça se traduit comment? En indicateurs. Ça, c'est la première partie. Tout de suite après, on a notre boîte à outils de formation. Et donc, on forme les gens, on fait des sessions de training pratiques sur les outils que nous semblent le plus adaptés à chaque endroit. Ça peut être en SMED, ça peut être une simulation de ligne, ça peut être une simulation de jeu de qualité. Donc, on peut pour ouvrir l'esprit aux équipes hors son périmètre normal, mais dans un périmètre que sort un peu de son cadre, pour qu'ils puissent rêver différemment, on va dire comme ça. Pour qu'on puisse passer à une partie qui s'appelle le dessin de la vision future. Et le dessin de la vision future, encore une fois, nous, on reste assis, on est maître d'orchestre. Okay? Donc, on gère les égos, on gère les approches, on gère les idées de chacun, de façon à qu'on puisse, avec quelques cycles de convergence, de façon à qu'on puisse à la fin converger sur une solution. Okay? Cette solution, il faut qu'elle soit chiffrée au niveau impact, résultat, et également investissement nécessaire, s'il est nécessaire. Okay? De façon, ici, à cet instant-là, que j'aimais bien de présenter aux sponsors les conclusions qu'on a à ce jour. Donc, on a ces points d'écart, c'est le point de départ, on explique, on le sort du cadre avec des autres idées, on fait le dessin de solution, on valorise, et là, on a une présentation, on dit ça, on peut faire ça, on est convaincu que ça va marcher, ça coûte X, mais par contre, ça rapporte Z. Okay? Et là, après, on rentre dans la partie déploiement. Effectivement, c'est quoi? C'est la mise en route des idées désignées pendant la phase de dessin de solution. Est-ce que c'est clair comme réponse? Peut-être un petit complément à la question d'Éric. En fait, quand on va dans la définition de la solution, on va jusqu'à une mise en œuvre en fait d'une maquette. Okay? Il est important de montrer, de rassurer et d'être très pragmatique sur le fait que ça peut fonctionner. D'accord? C'est pas simplement une solution sur le papier ou sur un PowerPoint. D'accord? C'est une solution qu'on va mettre en œuvre. Et donc, par rapport à la question, faire contribuer les opérateurs, bien entendu, on va des fois simuler sur un mock-up la mise en œuvre en fait pour l'opérateur lui-même, qui va nous constater peut-être que ergonomiquement, il vaut mieux telle ou telle solution, etc. Donc c'est très important d'avoir l'implication de tous, en fait, dans la mise en œuvre de ce type de solution. Et comme l'a dit Sandro, c'est vraiment les gens du terrain et les gens, en fait, de nos clients, les ressources de nos clients qui connaissent, en fait, le process. Et donc on va les guider, on va les accompagner, en fait, sur la mise en œuvre de la meilleure solution. Merci. Il y a d'autres questions? D'autres remarques? Moi, je vais me permettre d'en poser une, alors qui est peut-être très précise, mais dans l'avant-dernier cas que vous avez présenté, j'ai noté qu'il était indiqué Kaizen quotidien niveau 1. Ah. C'est quoi? Enfin, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui est mis en place? C'était sur l'avant-dernier cas qui était présenté. Ok. C'est le principe du Kaizen quotidien, vas-y. Kaizen quotidien niveau 1. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est en fait, ça peut se matérialiser sur un tableau d'équipe et une réunion d'équipe, mais c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est un lieu de communication des équipes naturelles. Quand je dis des équipes naturelles, c'est un responsable d'équipe avec ses équipes. Et c'est un rituel quotidien, c'est pour ça qu'on appelle Kaizen quotidien, ou animé par le chef d'équipe, ou responsable d'équipe, on passe en revue qu'est-ce qui s'est passé la veille, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment on se projette pour l'avenir. Donc on touche les indicateurs, on touche la planification, on touche les problématiques, mais d'une façon que les problématiques, c'est quoi? C'est les opportunités d'amélioration également. Donc il a un gros morceau de ces Kaizen quotidiens, c'est lié
à la résolution de problématiques du quotidien, mais également aux petites idées d'amélioration que vont venir de tous les niveaux de l'équipe. Je parle des opérateurs qui pensent à ça et qu'on factualise sur ces tableaux-là pour qu'ils restent visibles, ouverts à tout le monde et qu'on puisse le gérer et partager à tous les niveaux de l'organisation. C'est pas uniquement pour le chef d'équipe qui va voir, ah, il a ça à faire, mais c'est par exemple le chef de section qui va passer voir, il a ça à faire, mais il a même le directeur d'usine ou le CEO ou le propriétaire qui passe, ils en parlent de ça, ils traitent ça, où est-ce qu'on est. Ça, c'est la partie PDCA. Ok, cycle d'amélioration. Clair? C'est clair, ok. Donc en fait, c'est de l'animation au terrain. Quand vous dites niveau 1, on est vraiment en bord de ligne, quoi. C'est ça, Tout tout à à fait. fait. D'accord. Mais pas uniquement bord de ligne. Mais ça peut être Je peux aussi dire avec une ça. équipe de vendeurs. Oui, On non, a- j'entends. Ouais. Voilà. Ça peut être, il a un Kaizen quotidien de niveau 1 au niveau de la production avec ses chefs d'équipe, mais il peut avoir un directeur industriel qui fasse son Kaizen niveau 1 avec ses équipes également. D'accord, ok. Et de son côté, le directeur d'usine avec ses directeurs, il peut faire son Kaizen niveau 1 tous les jours avec son directeur qualité, directeur logistique, directeur de production, directeur de maintenance. Ok, Ok? c'est clair. Je suis en train de regarder si j'avais noté autre chose. Oui, alors, je continue, hein, du coup, à moins qu'il y ait Oui, quelqu'un d'autre qui veuille poser une question, mais du coup, j'en profite. En fait, donc l'idée, c'est on est vraiment sur de la fluidification de flux. Enfin, voilà, on parle de flux à chaque fait. fois, hein, on part du flux. Et si on devait donner je sais pas, aux personnes qui sont présentes, un conseil de base ou une première boîte à outils, ou avec quoi ils peuvent repartir aujourd'hui pour regarder, à mettre en place des choses déjà rapidement, ou un premier truc, voilà, un premier outil, un premier type pour commencer une démarche ou pour rapidement mettre en route une démarche d'amélioration continue. Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a, je sais pas, un état d'esprit, est-ce qu'il y a une expérience vraiment forte, est-ce que ce serait quoi votre conseil ou votre truc? Je sais pas si c'est clair Alors, ma question, mais Si. Si, elle est les très personnes claire. repartent avec un truc avec quelque chose dans leur panier en fait aujourd'hui. Eh bien, Voilà. tout de suite après la séance, c'est de se dire, voilà, il va être 10h, je m'enferme pas dans mon bureau, je commence pas à lire en fait mes résultats comptables, etc. Je passe à minima 2 heures sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain que se passe la valeur ajoutée. Et s'astreindre en fait à avoir ce tour de terrain, quel que soit le niveau hiérarchique, systématiquement, et apprendre à regarder, à observer. Et chaque jour, en fait, quand on fait ce tour de terrain, on va voir des choses différentes. Et donc l'apprentissage, en fait, de apprendre à regarder et à voir, c'est quelque chose qui va s'acquérir en se forçant, en fait, à effectivement être sur le terrain et non pas dans son bureau. Ce qui ne doit pas être le cas d'ailleurs de l'ensemble de nos interlocuteurs. Ouais. Ça serait ma première recommandation, tout de suite. Ouais. Sandro, Genji tu parles Genbutsu. d'autre. Hein. Je me Exactement. permettrais de rajouter sur cette belle expression apprendre à regarder et à voir et à entendre. Tout à fait. Tout à fait, Eric. Je suis tout à fait d'accord. Écoutez, je pense que c'est vous, Eric, qui aurez le mot de la fin de ce fait. Je pense qu'on va conclure. On est à peu près dans les temps. Alors, moi, je remercie voilà, les participants. Je remercie Jean Beauvais et puis Sandro Cosme pour leur présentation. Comme je disais, l'enregistrement sera disponible juste après. Moi, je vais vous le partager. Alors, je ne sais pas si votre présentation est disponible. Est-ce que je peux envoyer quelque chose ou pas? Vous me direz, Jean et Sandro, si, Oui, voilà, bien sûr. oui, tout si on à peut fait, Valérie. partager quelque Bien chose. sûr. Donc, je Audrey, l'enverrai en avec fait, on fait ça avec Audrey et Jeanne et toi, Valérie. Donc, on va Ok, concaténer en fait la présentation et vous la rendre d'accord. disponible. Comme ça, je le partagerai en même temps que le lien vers le webinaire. Sur Voilà. Steeple, c'est ça? Sur Steeple, Voilà. par mail, Ok, il y a no plein problème. de canaux possibles. Pas de problème. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis, écoutez, à bientôt peut-être.
Merci, Excellente bonne journée à journée. tous et encore merci. Excellente journée. Merci, au revoir. Au revoir.